Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. J'espère que vous allez bien par cette chaleur. Je dois excuser aujourd'hui Richard Lambert qui est absent pour ce conseil communal du 28 mai 2026. On va commencer l'ordre du jour avec l'approbation du PV de la séance du dernier conseil qui a eu lieu le 23 avril. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? Ça va? Non. C'est bon. Ok, alors après on a une série d'assemblées générales. On commence par la maison virtonaise avec l'assemblée générale le 1er juin. Bon. Est-ce que vous voulez que je rappelle qui est où? Non, pas. Non. Vous vous souvenez? De toute façon, si tu veux aller faire la déclaration de mandat, je vais savoir, oui. Alors, oui, l'OTW, ben ça on le sait, c'est des choses, la mobilité, avec l'Assemblée Générale le 10 juin, et puis une Assemblée Générale extraordinaire, toujours le 10 juin, donc Béranger. Chez Sophie Lux, l'Assemblée Générale a lieu le 16 juin à Libramont. Les représentants sont Jonathan Dupont, Sylvie Théodore, Caroline Godefrin, Philippe Lambert, Nathalie Lejeune. Voilà. Alors après, on a les IDLux. On a d'abord IDLux Finance. Les assemblées générales auront lieu le 17 juin 2026. Alors en finance, c'est Stéphane Fausti, Jonathan Dupont, Michael Sauté, Philippe Lambert et Yves Blanchard. Si vous avez des remarques sur les points, arrêtez-moi. IDLux Projet Public, c'est Monsieur Stéphane Fausti, Monsieur Jonathan Dupont, Monsieur Michael Sauté, Monsieur Philippe Lambert et Monsieur Yves Blanchard. On passe en IDLux Eau avec Stéphane Fausti, Jonathan Dupont, Marie-Annabelle Calou, Philippe Lambert et Yves Blanchard. Pour IDLux Environnement, c'est Stéphane Fausti, Jonathan Dupont, Marie-Annabelle Calou, Philippe Lambert et Yves Blanchard. IDLux Développement, Stéphane Fausti, Jonathan Dupont, Michael Sauté, Philippe Lambert et Yves Blanchard. Tout est bon pour IDLux? Le 18 juin. Pas de problème. Merci. Alors ensuite, on a l'Assemblée Générale de la Terrienne du Crédit Social. L'Assemblée Générale aura lieu le 18 juin et nos délégués sont Madame Sylvie Théodore, Madame Caroline Godefrin et Monsieur Yves Blanchard. Alors j'ai vu dans le cadre de ce point-là, ils avaient mis un commentaire déterminant qu'il y a une Assemblée Générale extraordinaire qui nécessite la... Oui, pardon, oui, excuse-moi, c'est pour l'extraordinaire qui suit et ils veulent avoir la garantie de qui sera présent. Moi, de mon côté, je suis dans le coin de Liège ce jour-là, donc je peux éventuellement redescendre à Marche, mais je voulais savoir si je dois y être. C'est parce qu'ils ont l'air de dire qu'ils ont besoin de l'activation du quorum par rapport à l'Assemblée Générale extraordinaire. Ah oui. C'est vraiment mis en remarque et donc je ne sais pas... Il y a un nom qui doit être présent. Ah oui. Moi, voilà. Je suis pas ces jours-là. Je ne saurais pas y aller. Moi non plus, j'avais aussi une... Ok, donc je fais tout pour essayer d'en venir. Ça va. Okay. Merci à toi. Voilà pour les assemblées générales à ce stade. Et on passe au point 13 de l'ordre du jour, qui concerne le plan de cohésion sociale, qui sera pleinement à l'ordre du jour ce jour, avec la Convention pour les volontaires du soutien scolaire solidaire. Oui, donc c'est un projet de remise en fonction, je pense, hein, du volontaire pour le soutien scolaire, puisqu'il avait déjà existé dans le temps, c'était avant Covid, et puis malheureusement Covid est passé par là, écheling. Donc c'est pour remettre en place ce soutien scolaire, pour commencer au mois de septembre. Donc ce serait un lundi sur deux, de 15h30 à 17h pendant plus ou moins 1h30. Ce serait pour de 2 à 10 enfants et avec un encadrement minimum de 2 bénévoles. On veut commencer sur Florenville avant de l'étendre au village pour voir si ça prend, si l'engouement est là. Ma foi, on étendra au village après Florenville. Ouais. Tu as parlé de 15h30? Oui. Parce que dans l'aéro-oui, on parle de 16h. C'est parce que le temps d'aller chercher. De récupérer les enfants à la sortie de l'école et de les amener. Non, c'est ça qui me... Voilà. Parfait. Ok. Oui, très bien qu'on puisse le retenter. Et la logique de démarrer par Florenville et d'étendre après est tout à fait pertinente. Et les bénévoles sont assurés. Alors, chercher les enfants, pas de souci. Très bien, merci.
Alors, le point 14, c'est toujours le plan de cohésion sociale avec le rapport financier 2025 pour approbation. Et nous avons le plaisir d'avoir notre coordinatrice PCS qui est présente ce soir, Aline Verdun, à qui je laisse la parole pour nous présenter ses projets 2025-2026 et puis un petit point sur le rapport financier. C'est pour le micro. Oh, ça va. Ça doit- Plus à l'aise debout ou assise? Tu peux Je peux t'asseoir? mettre debout. Tu peux faire debout? Bah, tu peux rester. Je peux rester là, je m'en viens fort. Oui, tu es plus à l'aise. Parfait. Voilà. Donc ici, le rapport d'activité n'était plus obligatoire pour cette année, mais je trouvais ça important de vous présenter aussi les projets qui avaient eu lieu en 2025 et les projets qui sont à suivre pour 2026, avec aussi toujours une attention sur le rapport financier qui, lui, par contre, a besoin d'avoir une délibération du conseil communal pour être rentré à la région wallonne. Donc voilà, aujourd'hui, désolée, c'est tout des 1, chez moi c'était pas le cas. Mais... Donc on a d'abord un petit rappel du cadre de la direction de la cohésion sociale, les projets 2025 qui ont eu lieu, le rapport financier 2025, les projets 2026 et la suite des PCS. Donc dans le cadre de la DIX, nous avions reçu, je l'avais déjà dit l'an passé, une circulaire le 20 mars annonçant que nous étions prolongés jusqu'à fin 2026 avec les mêmes conditions, donc le même plan et les mêmes financements. Donc tout ça restait stable aussi pour cette année. Et simplement la petite subtilité, c'était simplement l'assouplissement dans les échéances puisqu'on n'était pas obligé de rentrer un rapport d'activité pour 2025 et 2026. Voilà, je vais essayer de casser parce qu'il fait chaud aussi pour vous. Donc les objectifs des actions 2025, sur quoi je me suis vraiment focalisée. Comme je suis arrivée donc, au milieu de l'année 2024, donc j'ai beaucoup passé du temps à essayer de rencontrer les partenaires, etc., de réfléchir les actions qu'on m'avait demandé de remettre en place pour 2025. Donc 2025, c'était l'opérationnalisation des actions réfléchies en 2024. Continuer le réseautage, donc rencontrer les partenaires et saisir les opportunités de partenariat. Et alors de garder toujours une veille informative sur tout ce qui est réforme de la DIC, les besoins de terrain, les besoins des partenaires qui m'étaient relayés aussi. Voilà, rassembler aussi des idées d'action dans ce que j'entendais comme besoin. Donc dans les projets qui ont été mis en place, donc on a eu la formation permis de conduire théorique. Donc l'idée c'était de proposer 2 sessions de formation, donc en collaboration avec le CPAS, la Maison des Jeunes et le CEPPST, donc le Centre d'éducation permanente et de promotion sociale des travailleurs en tant que prestataires. Et donc nous avons organisé une session pour les étudiants et une session pour les chercheurs d'emploi, donc en mars et en octobre, avec une participation, donc le maximum c'est 20. Donc, on avait chaque fois 20 inscriptions, mais il y a eu des désistements, vous les chiffres ici. Donc, il y en a eu 19 à la session étudiant, 16 à la session chercheur d'emploi. Suite à cela, donc, on envoie chaque fois un formulaire d'évaluation aussi pour voir un petit peu si c'est pertinent, comment ils ont trouvé la formation et s'ils ont passé l'examen et s'ils ont réussi. Donc, de ce sondage, on a eu 10 personnes qui ont répondu sur les 19 inscrits pour la session étudiant et 7 sur les 16 pour la session chercheur d'emploi. Donc, sur les sessions étudiants, 8 ont passé l'examen sur les 10 qui ont répondu, toujours un peu, voilà, interrogé. 1 sur les 7 qui ont répondu aussi à passer l'examen. 7 sur les 8 pour la session étudiant ont réussi, ce qui est un très bon score. 0 malheureusement sur le seul qui l'a passé. Et un échec pour la session étudiant et un échec ici, totalement pour le seul qui l'a passé. Alors, on a demandé aussi pourquoi il ne l'avait pas passé, c'est aussi important. Donc, il y a beaucoup de manque de temps, manque de confiance, pas prêt à étudier seul non plus. Voilà, donc il y a un problème de confiance. Maintenant, les chiffres sont là, mais c'est un peu les mêmes chiffres partout. Que si on compte on écoute un petit peu ce que le formateur dit, le passage de l'examen est vraiment très compliqué et je pense qu'il évalue, si je ne dis pas de bêtises, à environ 10% de réussite du premier coup.
Donc voilà, ici, l'idée de maintenir sur Florenville, c'est aussi, il y a les cours théoriques de l'auto-école, mais qui se passent à Attu, Arlon ou Saint-Marc, donc il n'y a rien ici sur Florenville. Et alors, je suis convaincue que les gens apprennent quand même, ils retiennent des choses. C'est quand même 5 demi-journées qui sont assez intenses. Ils sont tous venus, ils sont tous restés les 5 demi-journées. Donc même pour des personnes qui sont en décrochage, en chercheur d'emploi, etc., voilà, ça prouve aussi une certaine motivation. Ils sont tous restés, c'est un rythme aussi, ils se lèvent, ils écoutent. Enfin, voilà, malgré tout, ils apprennent, ils retiennent. Moi, pour moi, en tout cas, c'est pas un échec non plus de voir ces chiffres-là. Je suis convaincue que c'est important aussi de maintenir ce genre de formation. Mais voilà, je vais vous le dire. Une autre action que nous avons remise en place, c'est le Repair Café. Donc, dans l'axe participation citoyenne, donc l'objectif c'était de mettre en place un Repair Café dans la commune pour réduire les déchets et freiner la surconsommation tout en maintenant favorisant une cohésion voilà, entre les citoyens et une entraide. Donc, on collabore pour cela avec des bénévoles, avec la deuxième échine en charge du PCS, donc Sylvie Théodore ici, et le coordinateur Paulec, Arnaud Warny. L'horaire et le lieu, donc c'est chaque deuxième samedi du mois depuis avril 2025, hors juillet, août et décembre, à l'espace Florenville. Donc, pour cela, nous avons la chance d'accueillir donc 11 bénévoles. Merci donc déjà à eux voilà, d'être présents aussi ce samedi-là. En termes de postes, on a du petit électro, de la couture, de l'informatique et du vélo. En tout cas, en 2025, on a rajouté en 2026 le rémouleur. On a organisé 6 séances en 2025, dont une spéciale couture, qui a vraiment super bien fonctionné dans le cadre de la semaine du commerce équitable. Donc, on avait fait venir une personne même extérieure pour faire du surcyclage, expliquer un petit peu d'autres façons aussi de consommer, et surtout en matière de textile, puisqu'il y a quand même beaucoup de déchets à ce niveau-là. Et donc, on a eu 76 objets à réparer, dont vraiment la grosse majorité a été réparée. Parfois, voilà, il y a des problèmes plus conséquents et malheureusement, c'est plus compliqué, mais vraiment, on a des fameux MacGyver dans l'équipe de bénévoles, donc on a de chance. Et voilà. Et alors, le soutien scolaire solidaire, donc on en parlait juste avant, donc dans l'axe formation, emploi, apprentissage, donc c'était l'idée donc, de mettre en place un soutien scolaire dans la commune, assuré par des volontaires afin de les accompagner dans la réalisation des devoirs des enfants de l'enseignement primaire, pour favoriser aussi l'échange intergénérationnel, parce que c'est aussi, en tout cas les personnes que nous avons recrutées sont majoritairement des personnes retraitées. Donc, c'est une collaboration avec le CPAS et la CATL. Et donc, dans les actions 2025, on a pris voilà, ça a pris du temps aussi de recruter des volontaires. Normalement, ils sont au nombre de 5. On a envoyé aussi un sondage auprès des parents, des familles, pour voir voilà, où était vraiment le besoin. Bon, c'est pas hyper reflété, parce qu'on est 37 réponses sur tous les parents, mais c'est toujours ça de prix. On a construit aussi le règlement d'ordre intérieur, le cadre pour les volontaires, on s'est mis d'accord sur les modalités, les conditions, et alors on travaillera probablement avec l'application AP School de l'ATL, tout ce qui est facturation, communication, et voilà, pour les modalités, inscriptions, etc. Donc pour une mise en place en 2026, en septembre, comme on l'a dit, juste avant. Voilà. Alors on avait aussi dans le plan l'action potager cultivé collectivement. Je ne dis pas potager parce que c'est ceux qui sont derrière la crèche. Donc c'était l'idée de mettre en place une dynamique de potager collectif destinée aux enfants fréquentant le pôle enfance, en collaboration avec l'ATL, la crèche et la bibliothèque. Donc où les enfants ne prenaient pas vraiment à ce potager. Donc dans les points positifs, c'est vraiment que les enfants de l'ATL ont vraiment bien accompagnés par les accueillantes, ont vraiment bien joué le jeu, ils ont mis les mains dans la terre et ça a vraiment bien fonctionné. Donc ils ont fait les semis, les plantations. Les ouvriers jardiniers aussi ont nettoyé les bacs avant, donc ça c'était super, on a pu compter sur eux à ce niveau-là, donc ça c'était top. Et alors les légumes récoltés ont permis aussi de faire des soupes pour les enfants d'accueil. Et alors on a distribué aussi le restant aux parents des enfants de la crèche ou des enfants de l'ATL.
Les points à améliorer par contre, c'est qu'on a eu quand même une difficulté d'impliquer les enfants de la crèche et là je les ai recontactés, donc on va essayer de refaire ça, mais ce sera plus ponctuel, forcément ils sont plus petits, c'est plus compliqué. Et alors le passage est un peu difficile si vous situez un petit peu, il n'y a pas de passage direct qui va de la cour de la crèche jusqu'au bac. Ça c'est un peu dommage, ils sont obligés de faire tout le tour, mais voilà. C'est lié au cadre normatif. Voilà, donc, mais ils ont dit qu'ils feraient ça avec plaisir, mais plus ponctuellement. On ne faudra pas compter sur eux tous les jours, forcément. Et alors, la bibliothèque aussi, c'était compliqué, le manque d'effectifs. Et alors, surtout pendant les vacances aussi, c'était compliqué. L'entretien et l'arrosage ont été principalement portés par la chargée de projet de l'ATL qui était sur place directement et à temps plein. Donc, c'est vrai qu'avec les grosses chaleurs et les congés tout le monde, voilà, c'est beaucoup elle qui devait s'en charger, ce qui n'est pas forcément le but en soi à la base, donc ça c'est un peu à améliorer aussi. Il n'y avait pas de point d'eau à proximité, donc elle était toujours obligée d'aller faire le plein d'eau au pôle enfance, donc pas très pratique. La régularité de l'entretien aussi, parce que les mauvaises herbes, voilà, ça poussait vite, et donc on a eu du mal aussi de gérer ce genre de choses. Et alors l'implication d'un expert, parce que nous, en tant que partenaire, voilà, on était bien volontaire à ce projet-là, mais n'ayant pas toute la main verte, c'était compliqué aussi. Donc on avait voulu recruter un bénévole qui était un peu plus, qui avait plus la main verte que nous, mais on n'a jamais eu personne. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un, ça nous intéresse toujours. Voilà pour ce projet-là, et je vous dirai pour la suite comment on continue ça. Alors, il était question aussi de travailler avec le coordinateur collègue sur une semaine de la durabilité. Donc, c'était très large au départ dans notre tête. Et puis, on l'a un petit peu recentré pour travailler plutôt sur une semaine de la mobilité parce que c'était une thématique qui était commune à nos deux missions. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser et conscientiser à une mobilité réfléchie et responsable, donc dans l'objectif d'avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, dans les porteurs de projet, donc il y a mon collègue donc Arnaud Warny, le PCS, moi et mieux, et nous sommes aussi fait aider par la fabrique à projet de la province de Luxembourg, donc ils nous ont accompagnés dans ce projet aussi pour l'affiner, affiner nos objectifs, le public cible, et c'est là qu'on a un peu découlé sur cette semaine de la mobilité qui semblait plus réaliste et voilà, c'était un peu trop gargantuesque. Donc voilà pour ça. Et dans les partenaires impliqués aussi dans la co-construction pour la suite, dans l'opérationnalisation, c'est vraiment tout acteur intéressé par le projet, qui souhaite investir, qu'il soit professionnel ou citoyen. Donc là, on a fait un gros appel aussi, et donc je vous parlerai de la suite quand je viendrai au projet 2026. Alors, le PCS n'a pas que ce projet du plan, je suis aussi dans d'autres projets, donc notamment via la plateforme Alzheimer. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils ont fait tout un cycle d'activités d'ateliers en 2025 sur Florentville. Donc là, mon rôle, c'était plutôt en soutien logistique, trouver des salles, organiser un petit peu ça. J'ai présenté aussi le PCS lors du premier atelier du cycle. De relayer leurs actions via les canaux de communication. Et voilà, c'était surtout un soutien relais, je vais dire. J'ai participé aussi à différentes instances communales et supracommunales, que ce soit l'Inter-PCS, le comité interpolec, l'IBFE, donc l'instance bassin enseignement qualifiant formation d'emploi, la CCATL, le conseil d'orientation du centre culturel du Bon Canton et le collectif Pensée Territoire qui est piloté par le CLPS de la province de Luxembourg et de Namur et Dinan et qui travaille sur tout ce qui est mobilité en zone rurale. Donc, vraiment très intéressant aussi qu'on y soit, vu l'axe important aussi pour Florentville. Alors j'ai présenté le PCS et la plus-value du service aussi en inter-ALE, sans savoir, voilà, on connaît. À la FROE, à la journée Inalux Institut de Reims, qui sont organisés ici sur tout ce qui est travail social en ruralité. Voilà, j'ai rencontré des nouveaux partenaires potentiels aussi, Lire et Écrire, le relais famille monoparentale, la mutualité chrétienne, Psylux, et sur Psylux, on a aussi trouvé une psychologue en plus pour Florentville, ce qui est une bonne chose parce qu'elle n'était pas nombreuse et vu la demande, c'est important. C'est une personne qui vient de la province de Namur, je pense, donc elle n'est pas tout près. Elle vient une fois semaine au cabinet, voilà, à rue du Mémali.
Donc on a aussi le projet Aide en numérique où là j'ai plutôt servi de mise en réseau entre l'EPN et Alteo Luxembourg qui pilote ce projet. Donc c'est l'idée d'avoir des bénévoles qui vont accompagner des personnes sur tout ce qui est des questions numériques. Ça peut être se connecter à It's Me, faire une visioconférence avec ses petits-enfants, ça peut être très, très vaste. Et donc c'est complémentaire avec l'EPN et ils ont déjà eu quelques personnes, quelques accompagnements. Donc voilà, ça fait complémentaire et à l'heure actuelle c'est important. Et alors il y a aussi la création de la Fédération Wallonne de la cohésion sociale à laquelle j'ai participé à l'Assemblée générale. Voilà ma petite année 2025. Et en plus de ça, j'ai déménagé, comme vous le savez, au pôle social donc depuis le 1er juillet. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est la possibilité aussi de travailler en réseau beaucoup plus efficace. On est vraiment sur place, donc ça c'est. Vous savez bien que moi j'aime travailler en partenariat avec les autres. J'ai aucun intérêt de travailler toute seule. Et donc là, voilà, c'est vraiment très chouette comme dynamique. Et on a pu mettre aussi en place des activités au pôle, dont je vous parlerai après aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour les projets. En termes de finances, l'année dernière, nous avons eu la même subvention du SPW, donc 41 743 et 70 centimes. Et la part communale, toujours de 25%, était de 10 435,93 €. Alors, à quoi on servit cet argent? Donc, principalement dans les frais de personnel, forcément plus élevés pour 2025, puisque j'ai fait une année complète. En 2024, j'étais pas là avant mi-juin. Le remboursement d'une partie de la subvention pour 2024, qui s'explique aussi que je n'étais pas là pendant 6 mois. Les frais de prestataires pour les différentes actions qu'on a mises en place et les frais de fourniture et matériel divers, notamment pour le soutien scolaire aussi. Donc on a acheté du matériel pour ça. Et alors, dans les recettes, donc on a eu les frais d'inscription aux sessions de formation au permis de conduire théorique, donc qui restent toujours très accessibles par rapport à d'autres formations. Et ces recettes ont servi principalement à contribuer aux frais des séances de permis. Ça a fait l'équilibre, mais ça a permis de contribuer en tout cas aux dépenses. Voilà pour 2025. Et pour 2026, donc ma ligne de conduite, c'était vraiment de poursuivre les projets qui ont été mis en place en 2025, mais en essayant de les évaluer de manière assez régulière, voir si c'est toujours pertinent ou pas, ce qu'on peut changer, et qu'à terme, ça devienne autonome, parce que c'est le but des PCS, c'est d'impulser des actions, de les accompagner au début, de les coordonner un maximum, pour qu'après, elles puissent être autonomes et structurelles et que je puisse me concentrer sur d'autres actions. En même temps, voilà, un peu partout. De continuer le réseautage des opportunités, voilà, ça je continue toujours, que ce soit dans les instances ou de manière informelle, de maintenir les bonnes relations avec les partenaires et de garder toujours en tête cette veille informative qui m'est chère aussi pour tout ce qui est réforme de la DICS, mais aussi les besoins de terrain des partenaires, saisir les opportunités quand elles arrivent. Voilà. Donc ça c'est ce que je maintiens aussi. Je regarde combien de temps. Pas utiliser trop de temps. Au niveau des projets, l'idée c'est de continuer donc les 2 sessions de formation de permis de conduire. Donc il y en a déjà une qui a eu lieu donc en février, session adulte et session étudiant et une session adulte en octobre qui doit encore passer au collège communal. Toujours en partenariat avec le CPS, l'AMJ et le soutien de l'ALE, puisqu'elle relaye aussi la formation et elle nous envoie aussi des bénéficiaires. Le Repair Café continue toujours aussi, chaque 2e samedi du mois. Donc si vous avez 2 appareils à réparer qui tiennent dans vos mains, n'hésitez pas, sachez que nous sommes là. Attention, il n'y en a pas en juin, donc il faudra, avec les noces d'or, voilà, c'est compliqué, donc il faudra revenir en septembre. On a recruté ces 2 nouveaux bénévoles, donc comme je disais, un rémouleur, une autre personne pour tout ce qui est petit électro, et j'avais mis couture, mais la personne entre-temps, entre mon PowerPoint, raison de santé, a abandonné le projet, mais on a toujours 2 couturières quand même. Donc voilà, et alors on va organiser
Donc une formation animation sur la réduction des déchets textiles par River Together. Donc c'est une personne qui nous a accompagnés déjà pour mettre en place le River Café et qui va venir faire cette formation. Elle l'a fait dans plusieurs communes, justement pour réduire les déchets textiles. Et donc ça peut être vraiment quelque chose, la petite couture basique, mais pour éviter de devoir encore jeter un vêtement parce que ça coûte très cher d'incinérer les vêtements. Donc voilà, c'est pas l'idée. Donc elle vient faire une formation, c'est le jeudi, juste avant le River Café. Et alors le soutien scolaire solidaire, donc comme on l'a dit, d'essayer donc dans un premier temps de le mettre un lundi sur 2, peut-être qu'après on mettra un lundi par semaine, une fois par semaine. Donc ça c'est un peu à voir en fonction des besoins et aussi pour ne pas essouffler non plus trop nos bénévoles, qui ont envie de les garder. Donc, voilà. Hors jours fériés et congés scolaires, donc ça serait au pôle enfance, puis étendu à d'autres écoles de la commune, en collaboration toujours avec la CATL et le CPS. Alors, toujours dans le plan d'action, donc on avait aussi l'atelier d'aide à la rédaction de CV et l'aide de motivation. Donc là, on a mis en place un module vers l'emploi en janvier-février, donc en collaboration avec le PN, le CPAS et la LE. On avait 3 ateliers, la mise en place, à jour du profil forum, la rédaction de CV et l'aide de motivation et la préparation à l'entretien d'embauche. Sachant pour ce 3e atelier, on s'est fait aider aussi par l'ASBL Réseau qui est venu. Voilà, c'est un module qui a vraiment très bien fonctionné et assez qualitatif. En tout cas, les retours étaient bons. Alors, il n'y en a pas eu 100 personnes, on était bien d'accord, mais voilà, en tout cas, les gens étaient contents. Et ici, après ça, on a aussi organisé en mars une matinée d'échange autour des questions liées à l'emploi. Et voilà, nous, on veut bien penser et mettre des actions en place, mais si on n'a pas vraiment les besoins de terrain en co-construction avec les citoyens qui sont eux-mêmes concernés par la réforme du chômage, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on voulait vraiment mettre carte sur table, se dire, voilà, on échange, quels sont vos besoins, etc. C'était très intéressant. Donc, malheureusement, sur les 16 inscrits, il n'y en a que 8 qui sont venus. Mais c'était vraiment une matinée riche pour nous parce qu'on a reçu pas mal d'informations. Alors, beaucoup en termes de visibilité des offres aussi. Il y a beaucoup d'endroits où il faut aller chercher les offres, ou beaucoup de formations dans le coin. Parfois, l'âge aussi a été évoqué, plus compliqué. Maintenant, difficile de mettre des choses en place par rapport à ça. Mais aussi des manques de confiance. Ben oui, quand on a pas mal d'échecs aussi qui reviennent et des noms aux candidatures, c'est parfois compliqué de s'en prendre et s'en prendre. Donc parfois il faut remettre aussi en place un peu de confiance. Donc, voilà. Ça nous donne en tout cas des idées pour la suite par rapport à cette thématique-là. Alors notre potager cultivé collectivement, donc on va essayer de le réitérer mais en ajustant, voilà, nos petits points à améliorer. Donc on a une citerne de pluie où il n'y a pas d'eau dedans pour le moment, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle était là tout l'hiver, donc il a quand même plu, on est d'accord. Mais voilà, ça reste à voir aussi à ce niveau-là. Puis qu'elle n'a pas été mi-passée, ça peut arriver. Donc, en tout cas, pour voilà. Mais au niveau de la crèche, voilà, Sophie m'a dit donc il n'y avait pas de souci pour les petits, ils viendront aider aussi. On va essayer de mettre des choses en place, en tout cas pour que ça fonctionne mieux et que ce soit mieux entretenu aussi. Au niveau de la sensibilisation à la mobilité, c'était aussi une action qui était dans le plan, que je n'avais pas encore eu le temps de mettre en place. Donc là, on va profiter de la semaine de la mobilité pour organiser avec Yves de l'EPN un atelier qui s'appellera Se déplacer à l'aide d'Internet. Et alors, on va essayer aussi de rendre visible sur les canaux de communication les différentes offres de transport sur Florentville, que ce soit le TEC à la demande, puisque je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait avant une seule plage horaire le matin. Maintenant, ils ont étendu aussi à l'après-midi, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Donc voilà, ça vaut la peine de le rappeler. La SNCB, le covoiturage, il y a notamment l'application Mobi Covoit, qui est vraiment très, très intéressante aussi. La locomobile, la Croix-Rouge, rappeler aussi les itinéraires vélo. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Et sur la semaine de la mobilité, justement, donc on s'est vu il y a 2 semaines, si je me souviens bien.
Et donc l'idée, après sondage vis-à-vis de tous les partenaires qui se sont manifestés et ont montré un intérêt pour le projet, donc ça a été voté. Donc on essaierait de proposer des itinéraires vélo pour les élèves. C'est un projet qui avait déjà eu lieu il y a quelques années. On va remettre ça en place dans un rayon de 10 km parce que voilà, ça peut durer longtemps, sinon au niveau du trajet ça devient plus compliqué. Donc on a plusieurs itinéraires prévus et avec une sensibilisation aussi à la sécurité routière avant, toujours en partenariat avec collègues moins et mieux, les directions d'école qui souhaitent s'investir, donc tout le monde n'a pas accepté, mais voilà, c'est quand même l'idée que tout le monde puisse participer, en tout cas ce sera balisé, et donc même si on n'accompagne pas directement, mais les gens pourront quand même utiliser l'itinéraire toute la semaine sans souci. On va essayer de le faire accompagner un jour, déjà beaucoup d'investissement, donc voilà, mais ce sera balisé et tout le monde pourra sans souci, les utiliser, les itinéraires. Il y a aussi le centre sportif, dans les partenaires, les citoyens, administration pour le relais école, l'ATL et l'AMJ. Et ça se passera la 3e semaine du mois de septembre dans toute la commune. Alors, dans les autres projets, mais pour lesquels le PCS n'est pas pilote, donc j'ai participé aussi à l'action Job étudiant le 16 février à la bibliothèque. C'est un projet qui était porté par InfoJeune, en partenariat donc avec l'AMJ, la bibliothèque, l'ADL et le CBAS. On a quand même 33 participants, ce qui est vraiment un bon chiffre. 20 jeunes accompagnants. Le petit bémol, c'est qu'il y avait peu d'offres au niveau de la commune et qu'on n'a pas eu de représentants des employeurs. Voilà. Mais sinon, les gens étaient contents. On a eu des ateliers, rédaction de CV, l'aide de motivation, législation, job étudiant. Donc voilà, ça a quand même été bénéfique. Et alors, on a un projet smartphone en première secondaire. Donc, c'est l'idée d'accompagner les jeunes de première secondaire dans une utilisation responsable de leur smartphone afin de réduire les comportements à risque. D'où est-ce que ça vient ce projet? En fait, j'ai rencontré en fin 2024 Audace Assuétude, les écoles, l'AMJ, et il se trouvait qu'en termes d'addiction, le plus gros problème, c'était les écrans. Et donc, on s'est dit, quand intervenir? Au tout début, aux prémices. Alors, je sais qu'il y a des enfants qui l'ont avant la première secondaire, mais c'est surtout là qu'il y a vraiment cette pure liberté. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'organiser, donc, en partenariat avec Sainte-Anne, l'AMJ et l'AMC, la mutualité chrétienne, un mois. Donc, là, au niveau de la ligne, j'ai fait un copier-coller, évidemment. Donc, ce serait un mois où ils auraient chaque semaine un atelier avec différents intervenants pour les responsabiliser un petit peu, leur donner des outils pour leur permettre vraiment d'utiliser leur smartphone à bon escient. Et l'apothéose un petit peu de ce cycle, ce serait une conférence à destination des parents. Donc voilà, c'est en construction, donc je ne peux pas vous dire encore qui, quoi, quand, comment. Mais voilà, c'est l'idée en tout cas. Voilà. La suite, me direz-vous, 2027, où est-ce qu'on en sera? On sait bien. Donc, pour la suite, l'idée, c'est quand même en tout cas, ce qui est revendiqué, mais pas encore validé, je le lis en même temps que vous, parce que j'ai suivi une séance sur YouTube du ministre Deken au Parlement wallon le 21 avril, qui reste accessible, donc qui aimerait, en tout cas, dans la volonté, c'est d'avoir une simplification administrative, c'est-à-dire donc plus rendre des appels à projets, plus rendre des rapports d'activité, des rapports financiers chaque année, etc., donc plus cette charge, ce qui est une bonne nouvelle. Assez, si vous l'avez déjà lu, le rapport d'activité, c'est quand même assez très lisible, on va dire. Donc plus de visibilité aussi en termes de financement, de responsabilisation des pouvoirs locaux. Donc on partirait sur une idée de fonds, un fonds annuel, qui serait débloqué via une délibération du Conseil. Donc ça, c'est une information que j'ai eue ce matin encore en réunion à Bastogne par notre référente ici, Laura Liégeois, à la région wallonne. Donc, elle rappelle que rien n'est encore validé, donc je vous donne des points qui sont revendiqués, mais ça reste voilà, des suppositions. Ça fait partie, en tout cas, ça fait l'objet d'un travail de consolidation juridique et budgétaire actuellement, qui doit encore passer prochainement au Conseil des ministres en 3 lectures, mais ils nous rassurent, ils nous disent que dès le passage en première lecture, il y aura une communication commune.
on ne devra pas attendre la dernière lecture qui sera peut-être en décembre, je ne sais pas, au pied du mur. Donc au moins, après la première lecture, on aura déjà une idée un petit peu de ce qu'il en est. Voilà, mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de garder des moyens financiers, de maintenir les emplois et les missions des PCS, qui ne s'appelleront peut-être plus PCS, mais ça, on en saura plus plus tard. Mais en tout cas, de donner plus d'autonomie aux communes. Voilà, je regarde en même temps mes notes, mais ce serait plus flexible, donc en soi, ce serait assez positif. Mais encore une fois, ça reste des suppositions. Mais on ferait quand même toujours référence à l'indice synthétique d'accès aux droits fondamentaux pour guider aussi un petit peu les axes et les actions voilà, des PCS. C'est quoi, sur base d'une décision annuelle alors? Ce serait un fonds annuel. Ouais. Mais les communes pourraient choisir les actions sur lesquelles elles désirent travailler. Maintenant, voilà, je pense que les axes et les besoins sont les mêmes. La mobilité restera compliquée, donc j'imagine que ça restera un emploi pareil. Enfin, je pense qu'il y a des axes qui ne vont pas changer tout autour. Maintenant, voilà, ça reste aussi des suppositions. En tout cas, de ce que j'ai vu, ça va être optimiste. Après, je préfère le rester aussi, on verra bien. Vous me voyez plus l'année prochaine. J'espère que si, quand même. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, ben voilà, Marianne, j'ai juste, oui, donc j'ai juste laissé ici mes coordonnées. Vous voyez que j'ai cette année un numéro de téléphone et un numéro de GSM, donc vous pouvez me contacter. Ouais, les lundis, mardis et jeudis, je suis Et alors, toujours la page Facebook, j'espère que vous l'aimez déjà, vous la suivez tous les jours et que vous partagez tout. Donc c'est là sur le QR code, PCS Plan de cohésion sociale Florentville, et on a aussi la page Hypercafé Florentville. Voilà. Voilà. Merci. Un tout grand merci. C'était une très très complète et bonne présentation. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de projets. Tu mènes parfaitement bien avec les autres acteurs. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires? Non. Je pense que l'expression des applaudissements témoignait suffisamment du soutien par rapport à la démarche, et donc c'est intéressant d'entendre ce qui se dit, mais pas encore par rapport à des comités ministériels. Donc il va falloir un petit peu creuser tout ça dans le cadre de la réforme souhaitée par le ministre. Mais donc voilà, en tous les cas très intéressant, et des actions vraiment pertinentes et bien construites, et avec une évaluation objective, puisque est totalement transparente, donc bravo. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée à toi. Ben, également. Voilà, merci. Donc, on approuve bien le rapport financier. Merci. Merci. Très bien, merci. Alors, on passe au prochain point avec notre échevine du tourisme pour la demande de certification du syndicat d'initiative de Florentville. Donc, comme vous le savez, il va y avoir une refonte du paysage touristique. Et dans ce cadre-là, l'appellation syndicat d'initiative ne peut plus être utilisée. Elle doit être remplacée par un office du tourisme. Il faut un office du tourisme par commune. Donc malheureusement, ici sur le territoire de Florentville, il y avait 4 syndicats d'initiative qui vont devoir changer de nom, s'appeler comité des fêtes, comité de fleurissement, et il subsistera un office du tourisme qui sera logiquement celui de Florentville. Et donc, nous vous demandons ici, si vous êtes entièrement d'accord, de laisser le syndicat d'initiative continuer à œuvrer en tant qu'ASBL propre et indépendante, puisqu'il y avait aussi le choix de les rattacher à la commune et ils deviendraient office du tourisme communal. Mais ils ont souhaité, et en discutant avec David, garder l'ASBL propre avec le conseil d'administration. Et ça tourne bien, donc voilà, nous demandons ici l'accord qu'ils puissent utiliser l'appellation Office du tourisme de Florentville. Pas de souci. Parfait. Ok, merci. Alors, le point suivant, le point numéro 16, c'est la fixation des conditions de recrutement
un emploi de directeur ou directrice financier ou financière locale. Donc, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de toutes les conditions. Donc, pour rappel, oui, ça va. Pour rappel, notre précédent directeur financier avait démissionné en avril 2026. A démissionné en avril 2026 ensuite de sa demande de congé et a été remplacé durant plus d'une année par un directeur financier faisant fonction. Alors, ce qu'on propose ici, donc maintenant que la démission est actée, c'est de repartir sur cet appel pour avoir un nouveau directeur financier avec une répartition du temps de travail partiel entre les deux entités communes et CPAS. Ça fera une répartition de 60% pour la commune et 40% pour le CPAS. Nous avons reçu à présent tous les avis aussi des organisations syndicales qui sont positifs et ainsi que le comité de concertation commune CPAS qui s'est réuni. C'est passé également en conseil de l'action sociale et donc ça arrive ici naturellement ce jour, mais sur les conditions, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On va lancer la mécanique et en espérant que... On a participé à la concertation commune CPS dans le cadre duquel on a pu s'exprimer, donc tout suit en fonction de ce qui a été déterminé et des échanges qui ont eu lieu à ce niveau-là. Donc c'est totalement pertinent au regard de la diminution de l'activité qu'a induit la reprise de gestion des maisons de repos par Visalia notamment. Oui. Eh bien voilà. Merci beaucoup. Alors, on a ensuite le rapport de rémunération pour l'exercice 2025. Ça va, voilà. Merci. Et puis, nous avons 2 points de fabrique d'église. D'abord, Fontenoy. 2 comptes, le compte pour Fontenoy, le compte 2025, avec une intervention communale qui s'élève, vous avez vu, à 0, un boni comptable de 12 936 € et 8 centimes, ce qui leur donne un résultat comptable pour l'année 2025 de 15 087 € et 18 centimes. Ouais. Toujours pas d'avenir concernant l'église. Nous allons convoquer une réunion au mois de juillet. Ouais. J'aimerais bien y être. Il y a moyen. Oui, on ne croit pas, oui. Oui. Là, merci. Pas de souci. Merci. Alors, le point suivant. Le point suivant. Il y a des remarques sur le compte? Non. Le point suivant, Non. qui est la fabrique d'église de Florenville, avec le compte lui aussi de 2025, avec une intervention communale ordinaire de secours pour un montant de 49 888 € et 44 centimes. Donc, ils ont un boni comptable pour l'exercice de 20 238 € et 28 centimes. Et ce qui leur donne un résultat comptable pour l'année 2025 pour un montant de 21 628 € et 23 centimes. Parfait. Ça va? Merci. Merci beaucoup. Alors, le point 20, c'est une demande de subside exceptionnelle pour la réfection des 2 géants du groupe Les Chamaillots. Donc nous avons reçu un courrier des Chamaillots qui souhaitent faire la réfection des 2 géants qui font partie intégrale du patrimoine de Florenville. Donc ils ont déjà un devis qui s'élève à 8 500 € pour la réfection des 2 géants. Ils ont déjà recherché des sources de financement, donc c'est pour ça que nous sommes contents de participer également à la réfection en apportant un subside de 1 000 €. C'est un subside exceptionnel puisque c'est vraiment un one-shot pour cette réflexion-là. Ça va ? Vous allez féliciter d'avoir 50 ans. Pour info, si vous vous rappelez, donc au niveau des subsides... 75 ans. Pardon. Pour info, donc au niveau des subsides, on a l'article budgétaire, parce qu'on avait enlevé pas mal de subsides, mais on avait gardé une foire pour la soirée, on va dire, avec un article budgétaire qui était subside à des associations en fonction des demandes qu'on trouvait le plus justifiées. Et donc voilà, tout est déjà dans le budget.
Ça va? Tu y vas? Oui, bah, pour bien connaître les géants en question, parce qu'ils dormaient au-dessus de ma chambre tout un temps. Donc j'ai lu le point avec une certaine émotion et un cadre de nostalgie, donc je trouve que ce serait évidemment totalement favorable. Je faisais juste la réflexion en me disant, bon, 8500, évidemment, la perspective d'un crowdfunding pour 1000 €, pourquoi pas, c'est toujours intéressant. Je regardais le subside fait par le comité Carnaval, qui est quand même de 3700, je pense, sauf erreur. Voilà, je me disais, tiens, le subside de soutien du comité Carnaval est plus important que celui de la commune. Donc voilà, c'était une réflexion, je me disais, quand je regarde, je trouve qu'on aurait pu même éventuellement aller un petit peu plus haut, mais on soutiendra sur base de la logique que vous proposez à 1000 €. Oui, pour le comité carnaval, c'est une avance. Parce que les chamaillots travaillent chaque année au carnaval. Ok, d'accord. Et on a décidé de faire ça, et alors ils vont se payer. Ok, c'est une intervention financière sous forme d'avance. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Moyennant cette information-là complémentaire, restons sur les 1000 € d'intervention directe. Mais c'est très bien. Et c'est très bien, et c'est une excellente chose. Bonne chose. C'est très bien pour le patrimoine, en effet. Merci beaucoup. Oui, mais je n'ai malheureusement plus le local à disposition. Tu connais les géants? Mais De quoi? c'est, J'étais en train de chercher, il y a Fifi, mais je ne retrouvais plus. Fifi, Et Baptiste, voilà. J'ai cherché, je me suis souvenu de prénom féminin, mais Oui, parce que Baptiste et Fifi. pourtant c'était sous Baptiste. Mon père était, mais. Oui, parce qu'au début, Et pas- au début, il y avait personne. Après, ils ont mis ce volet. Oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. On est bien d'accord. Ok, très bien. On a hâte de voir le résultat. Le point 21, c'est l'application de l'article 60 du règlement général communal. C'est les factures sous responsabilité du collège. Donc c'est ça. En Le fait, les 22 points aussi. 21 et 22, on peut même les regrouper Oui, si on vous peut. voulez. Donc c'est effectivement l'application de l'article 60. Ça veut dire que lorsque nous n'avons pas budgété une somme suffisante, nous pouvons payer tout de même les fournisseurs sous responsabilité du collège. Ce ne sont pas des dépenses extraordinaires, ce sont des dépenses de reprographie, des dépenses pour l'entretien d'adoucisseurs d'eau qui n'avaient pas été prévues au budget pour l'école de Sainte-Cécile, et une facture également d'empierrement du chemin des Carrés-Raymond qui correspond à une décision de collège qui date d'il y a déjà quelques années, je crois que c'est 5 ou 6 ans, c'est du temps de Jacques. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de temps. Donc voilà, on n'a pas fait de dépenses extraordinaires, on sait qu'elles seront validées dans le budget, et donc c'est pour ça qu'on les prend sous responsabilité du collège. Et au niveau de l'article 60 du point 22, il s'agit des dépenses de déneigement. Vous savez que dans le budget, on met toujours un estimatif sans connaître la météo, sans savoir exactement combien de journées de déneigement nous devrons payer. On espère toujours le moins possible, et donc on ne met pas trop. Vous aviez espéré vraiment le moins possible qu'on fasse une seule facture au conseil communal sous responsabilité du collège. Mais bon, effectivement, vous étiez très, très, très optimiste. Il faut être optimiste, il faut. Donc voilà, je suppose qu'il n'y a pas d'opposition au paiement de ces factures. Pas de c'est bien. souci. Alors le point 23, c'est au niveau des publipensions. Donc il faut actualiser le plan de financement des pensions des mandataires. Donc ce plan de pension qui est chez Belfius depuis déjà pas mal d'années doit être réactualisé régulièrement. Et ici on a décidé, alors c'est totalement arbitraire, de fixer à 49% le financement des pensions par rapport à la charge salariale des mandataires. Donc ça veut dire, par exemple, je prends le petit tableau que vous avez en annexe, en 2026, si on regarde la masse salariale des mandataires, au total c'est 220 000 €, eh bien on va mettre de côté pour les pensions des mandataires 49% de cette somme-là. C'est ce que nous avons décidé arbitrairement, ce qui correspond à une somme de 108 000 €. Alors, ça ne part pas tout à fait de rien, parce qu'en fait, on a une estimation, d'après Belfius, de la somme qu'il faudra donner à nos actuels pensionnés mandataires. Elle n'est jamais certaine, cette somme-là, parce que ça dépend de la durée de vie de nos mandataires pensionnés et également de l'âge de mise à la pension de certains mandataires, puisqu'on sait bien qu'on ne prend pas tous la pension au même âge. Oui.
Et donc actuellement, la charge qui est estimée en 2026 pour les mandataires, pour les pensions des mandataires, c'est 99 000 €. Donc, charge prévue 99 000 €, on décide de mettre 108 000 € supplémentaires. Alors c'est toujours comme ça, on prévoit un petit peu plus pour pouvoir se faire aussi un petit bas de laine, c'est une espèce d'épargne pension. Donc c'est un petit placement que nous avons à 2%. Alors pour l'instant, notre petite bas de laine, il n'est pas négligeable. Hein. Jusqu'à présent, on a un fonds qui arrive cette année, fin 2025, à 553 000 €. Donc voilà, c'est déjà ce qu'on a mis de côté petit à petit. Et donc, ce fonds, ça nous permet, en cas de coup dur, de pouvoir payer la pension des mandataires, même si on n'a pas la somme pour les payer. Et voilà. C'est pour ça que vous avez vu, je ne sais pas si ça a attiré votre attention, mais dans la décision du collège, on parle d'un saut de 2 années de paiement de pension des mandataires. En fait, quand on a fait la trajectoire budgétaire lors de l'établissement du budget 2026, nous savons que pour l'instant, on est en période très très compliquée, notamment avec la reprise des Hômes, qui va encore durer quelques années, avec cette fameuse cotisation de responsabilisation, donc le paiement des pensions du personnel nommé qui s'élève de plus en plus. Et donc, on se rend compte, même si à l'avenir, on aura un petit peu plus facile, déjà quand on n'aura plus la charge des pensions, qu'on va avoir un petit coup dur. Et donc, on a prévu de ne pas cotiser de ne pas payer les pensions des mandataires, en gros, pendant 2 ans, et on prélèverait le paiement des pensions des mandataires sur notre fameux bas de laine de 553 000. Alors, ça ne pose aucun problème. Pour l'instant, on a fixé les fameux 49%, c'est ce que prévoit le plan Publipension. Mais si on saute 2 années, ça ne pose aucun problème du moment que notre bas de laine nous permet de le faire. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu. Oui, c'est un peu éclairant. Maintenant, moi, j'avais une question par rapport à la perspective du saut. Est-ce qu'en fait, c'est consécutif à une recommandation du CRAC? Ça, c'était une première question que je me posais. Parce qu'en fait, prendre une délibération en déterminant dès maintenant que potentiellement on peut éventuellement faire un saut en utilisant ce qui est issu du fonds, oui, ok, ça aide à équilibrer la trajectoire budgétaire, mais est-ce que le CRAC l'a recommandé? Ça, c'était la première question que je me posais. Parce que derrière, dans tous les cas, il y a une obligation par l'institution de devoir couvrir la charge de pension. Donc, je m'interrogeais un petit peu par rapport à ça. Est-ce que cette actualisation sur base de la logique de trajectoire budgétaire a fait l'objet soit d'une recommandation, soit d'une validation par le CRAC? Alors, je vous explique comment on a d'abord établi ces fameux 49,22%, parce que avouez qu'on n'aurait jamais sorti un chiffre comme ça si on avait dû le sortir comme ça. C'est basé sur l'ancien plan Publipension que nous avions pour l'instant. En 2025, on arrivait justement à une couverture de 49,22%. Donc on a décidé de continuer le même pourcentage. On aurait pu être plus ambitieux et mettre plus de côté, mais on n'est pas trop pour l'instant dans cette optique-là, du moment qu'on arrive à couvrir nos charges de pension. Alors maintenant, ce choix de saut, ici, vous ne le décidez pas vraiment, on prévient simplement Belfus qu'il est possible qu'à un moment on fasse appel à cette technique-là pour pouvoir équilibrer notre budget. On n'est pas sûr de l'utiliser, mais on l'a prévu dans notre trajectoire budgétaire. Cette idée lumineuse avait été émise par notre ancien directeur financier, Tommaso Antonacci, et elle a été validée par le CRAC. Mais on n'est pas sûr de faire appel à ça. En gros, on aimerait bien ne pas faire appel à cette solution, mais s'il s'avère à un moment qu'on n'arrive pas à boucler notre budget, on pourra le faire. Maintenant, on ne peut pas le faire à vitam aeternam parce que nos pensions devront bien être... On est bien d'accord que la délibération telle qu'écrite détermine que c'est une possibilité qui est laissée. C'est ça. Et sur base d'un avis positif du CRAC. Tout à fait. Ok. Ouais. Moyennant ces 2 informations-là, personnellement, je voterai favorablement, puisque j'avais participé aussi, comme tout le monde, à l'élaboration du recalcul dans le cadre des financements, puisque effectivement, il avait fallu, déjà à l'époque avec Richard, et puis après, on avait confirmé le fait de devoir alimenter le fonds pour permettre de couvrir la charge, parce qu'il y avait
en son temps un sous-financement de projection financière. Donc voilà, moi c'était juste pour déterminer quelle était la légitimité du saut et donc de la délibération ici qu'on prenait aujourd'hui. Moyennant ça, je suis OK. Très bien, parfait. Bon, merci. Merci à tous et merci pour les explications pédagogiques parce que c'est pas si facile que ça quand on prend le dossier la Tout à fait, première on est fois. d'accord. Alors le point 24, Si je peux me ah pardon. il y avait le point 17, rapport de rémunération. On l'a déjà passé. Oui, Oui. Voilà, juste cité. Ça a été un peu vite, ça a été un petit peu vite, mais c'est vrai que... Non, c'était... Ah oui, je l'ai cité, mais ça va. Donc, on passe à un autre sujet, qui est les travaux à la maison de village de Fontenoy, avec l'approbation des conditions et le lancement du marché. Donc ici, c'est le cahier des charges qui a été établi par notre architecte, Impact, pour pouvoir faire l'extension de la maison de village. Donc une fois que le cahier des charges sera validé par la tutelle, on pourra lancer les travaux. On a déjà prévenu les gestionnaires de la maison de village de Fontenoy qu'on commencerait probablement les travaux début de l'année 2027. Alors pourquoi? On ne sait jamais combien de temps on va mettre pour pouvoir avoir l'approbation de la ministre au niveau du cahier des charges. Et eux, pour l'instant, sont ennuyés parce qu'ils bloquent les locations en attendant que les travaux se fassent. Alors pour être sûr et être à l'aise, on leur a dit, écoutez, même si on a la possibilité d'être jugé plus tôt, on s'arrangera avant l'entreprise pour que vous puissiez louer, même en fin d'année, pour commencer les travaux début 2027. L'interrogation avait déjà été la même à l'époque du dépôt du dossier. Oui, mais pendant les travaux, il y aura quand même des murs abattus, et donc c'est pas évident d'être loué la salle. C'est juste pas possible. Et avec un peu de chance, les matériaux descendront. Oui, ça n'arrive pas souvent, mais Ça arrive. Ça par contre, moi qui suis au niveau de l'impact au niveau voirie, Même quand il y a un cessez-le-feu, il se tire dessus. je n'ai pas eu l'occasion de faire le comparatif avant projet au niveau du cahier de charges. Il y a des choses qui ont été adaptées au niveau du cahier des charges par rapport à ce qui est dans les faits estimatifs en projet ou pas. J'ai vérifié au niveau des plans, j'ai regardé, on est sur les plans que moi j'avais eu l'occasion de valider avec la CLDR, etc. On a dû dans le cadre du dépôt de l'avant-projet. Mais... on a dû adapter un petit peu les travaux au niveau des risques d'inondation, parce qu'on est vraiment en pleine par rapport inondation. à la remarque de l'époque qui avait été faite sur les écoutes. Voilà, mais l'architecte a dû adapter ça. Oui. On a été voir sur place ce qu'on pouvait garder, ce qu'on pouvait ne pas garder. Donc, par exemple, au niveau des sanitaires, on ne change pas la totalité des sanitaires. Mais ça, je pense qu'on en avait déjà parlé même ensemble. Oui, même de la même logique que j'ai vue par rapport au châssis. Ça, on l'avait déjà évoqué aussi, de ne pas transformer les châssis et de garder les châssis existants. C'est ça. Maintenant, il y en a quand même... Oui, il y en a quelques-uns qui doivent être changés parce qu'ils sont... OK. Et sinon, non. Et la solution, c'est technique, mais la solution de chauffage qui était choisie, on est resté sur ce qui avait été déterminé parce qu'il y avait une interrogation à un moment donné, notamment par l'équipe. Pompe à chaleur. Donc on est bien sur la pompe à chaleur qui est dimensionnée et ça couvrira sans problème avec le système de gestion de... Le bâtiment d'office est plus isolé. Les portes sont changées, donc de meilleure qualité d'isolation. Et donc ici, la pompe à chaleur... Donc ça a été confirmé au niveau des techniques spéciales sur le choix de la pompe à chaleur. Ok, merci. On n'a plus trop le choix de toute façon. De quoi? Oui, non, mais c'est évident. Et de toute façon, en plus, les techniques ont évolué extrêmement positivement. Pour l'instant, on peut encore en réalité, mais franchement, ce serait pas montrer l'exemple. À l'époque, la question s'était posée, notamment avec la problématique qu'il y avait sur les chaudières classiques, avec le mécanisme où il y avait souvent les problèmes par rapport à la cuve et qui était souvent inondée, etc. Et donc, voilà. Mais on devait avoir la validation par les techniques spéciales. C'est le souvenir que j'en avais, donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. Pas de problème. Maintenant, il y a peut-être des choses qui seront encore adaptées parce qu'on a dû faire des adaptations pas mal à la maison de village de Sainte-Cécile au niveau justement de la capacité de fourniture d'électricité de Ores. Et donc, parfois, il faut limiter un petit peu les appareils qu'on met dans la cuisine, puisqu'on ne peut pas avoir l'intensité qu'on veut dans les maisons de village, comme dans tout bâtiment d'ailleurs.
On voit de partout dans le temps. On va pas. Non, Commencer Madame la Présidente, on ne va pas commencer à aborder le sujet ORES en conseil communal maintenant. Non. Mais bon, hein? Il y a quand même de quoi être frustré. Hein. En matière d'ailleurs de frustré. Donc c'est bon pour Fontenoy? Oui. On va passer à notre point aussi en parlant de matériaux et de prix. Donc je réponds à Philippe. Frustration. Non, Oui. ne baisse pas. Non. Notamment pour les entreprises de voirie très prévoyantes et qui demandent une adaptation du prix sur base de la crise. On a Moyen-Orient. c'est passé au dernier conseil. C'est le chemin du bon pays. C'est le chemin du bon pays. Donc c'est les travaux de consolidation du chemin du bon pays. Après la délibération du conseil, nous avons reçu un courrier de l'entreprise relatant l'augmentation des prix et le fait qu'il n'était pas possible pour eux d'effectuer les travaux dans ces conditions et donc ils demandaient une révision des prix. Vous avez remarqué qu'on a dû prendre un article du Code civil et non pas un arrêté de l'arrêté royal, l'article 38, d'appliquer une révision, puisque justement on est en faible marché. Et donc voilà, on vous demande d'admettre la dépense qui s'élève à 1300, voilà, 1331 euros. Ce qui nous permet de faire supplémentaire, ce qui nous permet quand même de faire les travaux, parce que je pense que la rue du Bon Pays en a bien besoin. Espérons que le courrier n'est pas consécutif au fait que j'avais trouvé le montant relativement faible le soir du conseil communal. Voilà. Je te rassure, Yves. Non, le courrier était daté d'avant. Tu peux dormir tranquille. J'espère que ces 8 000 euros-là ne seront pas pris sur d'autres voiries. Non, puisque le budget va passer en modification budgétaire. C'est pour ça qu'on a pris la dépense sous responsabilité du collège. Donc on est en modification budgétaire. Bien. Voilà. Mais l'argent est toujours pris sur autre chose. Hein. Mais voilà. Par définition. Néanmoins, les voiries ont bien besoin d'entretien. On a du temps. Quoi. Donc voilà. Ok, pas de problème. Oui, bien sûr. Merci. Et alors, Je laisse la parole pour le point suivant. donc le point suivant, on parle encore de voirie. Et donc ici, c'est l'approbation des conditions du marché pour la mission d'auteur de projet pour des travaux de réfection et d'entretien des voiries communales de 2026 à 2030. Alors, n'y voyez pas un lien de cause à effet par rapport à mon intervention en lien avec le point précédent. Est-ce qu'on ne pourrait pas, si vous êtes OK, basculer ce point-là clos, parce que j'aurais une ou deux questions à vous poser en lien avec la nature du marché. D'accord, pas de Si souci. vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors, le point suivant, c'est un point un peu particulier. C'est le point sur le changement de nom d'une rue à Fontenoy. C'est la rue Nigeli, actuellement en tout cas. Et il y a alors une portion, certains numéros, qui fait que de numéro de maison, pardon, qui fait que qui n'est pas clair, d'ailleurs comme mon explication, ceci dit. On n'est jamais aussi bien servi par soi-même, Madame la Présidente. C'est le problème de numérotation des maisons. C'est le numérotation. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, il y a un On va mettre ça sur le compte de la chaleur. des maisons, parce qu'il y a de plus en plus d'habitations à cet endroit-là. Donc, il y a eu dans ce tronçon-là. Donc, on a décidé de trouver un nom à ce tronçon-là pour que les facteurs puissent aller amener le courrier au bon endroit, et puis aussi pour les services de secours, notamment. Donc du coup, en lien avec la CLDR, il y avait un toute boîte qui a été fait dans tout Fontenoy pour faire appel aux idées des habitants pour trouver un nom à cette portion de rue. Et sur 25 propositions que nous avons reçues, et merci aux habitants d'avoir participé, c'est le nom de la rue de la Crolire qui est revenu 18 fois sur 25, donc c'était assez clair. Alors, pour info, le mot Crolire, ça vient de l'ancien français crol, qui signifie un endroit où, suite à un affaissement de terrain, stagnent des eaux de pluie.
Et le nom Crolir est lié à l'histoire du village. C'était le nom d'un lieu dit et le nom donné à un atelier d'artistes à l'époque. Et alors, dans la mémoire collective du village, ça reste important d'attribuer ce nom. Donc là, on prend connaissance de l'enquête publique et on lance la procédure de changement de nom, et il faudra aussi solliciter l'avis de la Commission royale de toponymie et de dialectologie sur la proposition de changement de nom. Suivant les habitants. Voilà. Très bien. Ça se souvenait Je pense peut-être que de cet c'est atelier. un nom qui était déjà donné par Mais nous, on Oui. Voilà, on voilà. l'appelle déjà comme ça, Voilà. la rue de la Crolique, parce que Ouais. la rue Nigely, ça fait presque la moitié de Fontenoy. Ouais, ouais. Donc, pour ça, Bien d'accord. Comme la rue de Lambermont à Lambermont. Oui, parce que c'est toi qui l'as mis dans ma venue. Ah non. Non, je trouve que c'est une très bonne chose. Comme Mais la- d'ailleurs, on a plein d'endroits dans la commune qui mériteraient D'être vu. Oui. Mais la franchement, numérotation, soit les noms. c'est très compliqué parce que vous Oui. n'imaginez pas Ah bah, le c'est nombre des de démarches. courriers que nous avons Je déjà sais. reçus par les habitants de la rue Nigely qui ont peur de toutes les démarches ça, je administratives sais. pour changer le nom de la rue, alors qu'il y a beaucoup d'aide qui est apportée par la commune, le changement est gratuit, mais malgré tout, il y aura quand même des démarches personnelles Non, de je leur sais que part à c'est- je sais faire. que c'est Et compliqué. ça fait très très peur Mais aux gens. on se retrouve par exemple à la rue d'Orval à Flanville avec des noms de pères d'un côté et des impairs du même côté, des numéros avec des D, des E, des F, Ah ben là, des c'est- 14A bis. Enfin, faut arrêter un moment. Tu vois, là, ça devient n'importe quoi. Tu vois, à un moment donné. Et puis, pour à nouveau parler de la rue Et ça, c'est Nigely, un exemple. il y a énormément de terrain à bâtir sur cette rue-ci. Et pour l'instant, on est déjà embêté parce qu'il n'y a que 3 numéros. Il y a le 1, le 2, le 3. Donc il y a le 1B, le 1A, le 1B, le 1C, le 1F. Et évidemment, pas dans l'ordre. Hein. Oui, Si non. vous allez voir sur place, c'est 1A, 1B, 1C, 1F. Enfin, c'est Dans vraiment les le bazar. années de construction. Donc, voilà, il faut agir avant justement que tout ne soit fait. Si on peut en faire de temps en temps, voilà. Ouais, tout à Il y a de fait. toute façon un accompagnement des habitants. Ah oui, oui. Et ça laisse le temps de service d'accompagner, puisque tu sais que la commune de Gouvy avait fait une grosse opération de dénomination de nom de rue, parce que tu as des villages comme Lambermont, c'est quand même problématique. Hein. Oui. Moi, je sais, Ah oui, à qui je dis je sais que tu habites au 3, donc si je dois venir avec l'ambulance en pleine nuit, je peux me repérer grâce à ça. Mais c'est quand même compliqué. Moi, je Les suis GPS, non, mais les GPS sont pas infaillibles. Les GPS sont pas infaillibles, ça c'est sûr. C'est faux. Alors qu'avant, il y avait des noms de rue à Oui, l'Embermont. comme à Liège d'ailleurs. Ah oui, Comme à Liège. mais ça a plus dans des communes. À Liège, quand tu vas vers le gué, le passage communal, là, enfin, le point de placement, il y a un nom de rue sur la maison. Il y en a qui ont été supprimés parce qu'il y avait plusieurs rues du même nom dans la même commune. C'est pour ça Il y a eu ça, mais pas que. On a peut-être simplifié un peu. On se retrouve avec des... On s'est fait bouffer, Philippe. Ouais, bah ça ne va pas revenir là-dessus. Et Flanville, avec la fusion des communes On va- futures, ça va bouffer aussi. Ça va peut-être revenir dans le cadre de potentielles futures fusions. Hein. Mais quand même, il y en a quand même qui sont très très motivés par ça. Hein. Ouais, non, ils sont Pas motivés. moi, je vous le dis. Bon, c'est bon. C'est bon? Oui. Allez, très bien. Et que les habitants soient rassurés. En effet, il y a tout un accompagnement qui sera fait pour eux. Merci. Alors, le point 28. Bon, ça c'est un point administratif. En fait, c'est une décision par rapport au schéma de développement communal. Donc, en fait, quand on a lancé le marché, on en a déjà parlé ici en conseil communal, ça peut paraître un petit peu particulier de revenir ici avec ce point-là, mais soit on pouvait faire un tout nouveau schéma de développement communal, soit on reprenait celui qui était déjà en cours, et en fait, c'était mis dans le marché, mais on n'avait pas écrit dans la décision du conseil communal qu'on approuvait la révision totale du schéma de développement communal. Pourtant, on a attribué le marché et, donc, et on sait bien qu'on travaille là-dessus depuis le départ, mais la tutelle nous demande, le SPW nous demande, pour avoir nos subsides, d'avoir une décision officielle de conseil qui approuve le fait d'avoir une révision totale du schéma. C'est juste ça en fait. Et eux, votre ils ne sont pas à cheval sur les dates. Oui. On a été très étonnés, mais voilà. Mais On aurait pu la faire précédente énormément de délibération Ah oui. déterminait déjà que c'était une révision totale.
Alors, en fait, c'est particulier parce que, parce que ça, je ne l'ai pas vu dans la délibération. C'était dans le cahier des charges et c'était évoqué dans les considérants, mais pas en point de décision. Mais il était bien inscrit dans le cahier des charges. Ok. Ceci dit, heureusement que nous en sommes oui, c'est quand même bien qu'on le précise parce que moi, quand j'ai évidemment sur base du point, je me suis dit, mais oui, c'est particulier. Oui. Je me suis vraiment interrogé sur c'était quoi alors la pertinence par rapport à tout le travail qui avait été fait sur le précédent. Alors derrière, j'ai quand même pris des contacts un petit peu à gauche, à droite pour voir. Effectivement, la problématique du subside qui était évoquée, ça, c'est confirmé. Donc ça, on a un intérêt, ça c'est clair, vu ce que ça va coûter, on a un intérêt d'avoir le maximum de subsides dessus. Donc ça, c'est évident. Moi, j'avais une interrogation parce que je n'avais pas souvenir qu'on était parti sur une décision qui impactait une refonte totale. Et donc, je trouvais au départ que ce qui était issu du SDT en matière de centralité, ça ne légitimait sans doute pas de faire une refonte totale. Par contre, effectivement, sur base des contacts que j'ai eu des informations qui me disent que la refonte totale peut être vraiment intéressante à partir du moment où on propose à notre auteur de projet qui est désigné d'effectivement faire les démarches, notamment d'analyse de ce qui a posé des soucis en matière d'urbanisme sur base du précédent schéma de développement communal. Parce que je pense que si c'est pour faire une refonte totale, c'est effectivement intéressant de garder la philosophie de départ de ce schéma de développement communal sur lequel on a pris quand même énormément de décisions et donc de rester quand même dans une logique, mais peut-être d'en profiter pour voir s'il n'y a pas des choses à corriger. Et donc, ça m'a amené à voir qu'il y avait normalement un comité de suivi par rapport à ça. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà penché sur quelle serait la composition du comité de suivi. Ça, non. Donc vous me voyez venir évidemment, ça m'intéresserait, ça je le dis, et alors je trouverais aussi utile, dans la même logique, qu'il y ait quelqu'un de la CCATM qui puisse être dans le comité de suivi, parce que effectivement la plupart des dossiers qui passent à CCATM pourront déterminer aussi ceux qui à un moment donné ont pu faire l'objet de problématiques par rapport notamment à ce qui avait été déterminé dans le cadre du schéma de développement communal de l'époque en matière de densité, etc. quoi. Ouais, donc, ça a déjà été communiqué à l'auteur de projet, effectivement, parce que par respect pour les gens qui s'impliquent dans la CCATM, on trouvait qu'il fallait qu'ils soient intégrés. Voilà, et donc derrière, c'est aussi... quand je dis ça, vous comprenez aussi ce qu'il y a un petit peu derrière, vu que l'auteur de projet que nous avons désigné, a priori, est le même que celui qui a fait le précédent. Si on parle d'une refonte totale, qu'il travaille bien à la refonte totale et à redemander l'entièreté des avis et qu'on ait quelque chose qui soit vraiment un travail de fond. Il bénéficiera évidemment de l'expertise qu'il a, puisqu'il nous a accompagnés pour ça et pour plein d'autres dossiers, dont notamment ce qu'on a mis en place en matière de développement rural, quoi. Mais à partir du moment où le montant est quand même relativement conséquent, hein, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Voilà, on en avait parlé. Oui, on en avait parlé en son temps. Tant qu'à mettre des montants comme ça, comme je dis, autant avoir un maximum de subsides, pas de souci, mais autant aussi se dire qu'on bénéficiera d'un maximum d'expertise de la part de l'auteur de projet, d'un maximum de travail, sachant que il n'y a pas 150 bureaux en province de Luxembourg et que je pense qu'ils accompagnent déjà potentiellement un paquet de communes. Tout à fait. Voilà, vous m'aurez tous suivi par rapport à ce que je viens de déterminer. Tout à fait. Et après, je leur reconnais une totale expertise et tout le travail qu'ils ont déjà fait par le passé est remarquable. Donc, mais c'est intéressant de bien les challenger à partir du moment où on part sur une refonte totale. Ok, le message est passé, y compris pour le comité de suivi. Ça, on n'a pas encore identifié qui en ferait partie, mais le message est passé aussi. Merci beaucoup. Merci.
Alors, vous avez reçu un mail hier, on demande un point urgent parce qu'on a reçu la convocation pour... vous êtes OK pour l'urgence? Oui. Moi oui, déjà, sûr et certain. L'Assemblée générale de Vivalia aura lieu le 23 juin 2026 à 18h. Alors, nos représentants sont Monsieur Richard Lambert, Madame Lise Baudouin et Monsieur Julien Filippucci, Monsieur Philippe Lambert et Monsieur Yves Blanchard. Voilà. Voilà, ça va? C'est OK? Vous savez, votre parti était d'accord. Vous nous avez demandé à nous si on était d'accord, mais vous étiez d'accord. Ah oui, nous étions d'accord. Mais on l'a tous les ans. Oui, tous les ans. Les Vivaliens sont vraiment c'est toujours le même problème avec les convocations. Et encore, le Code de la démocratie locale remettait maintenant un délai encore supplémentaire par rapport au délai à respecter sur l'envoi de l'ordre du jour. Ça devient très très compliqué par rapport à l'entièreté des communes qui peuvent se réunir. Et d'ailleurs, tous ceux qui assistent aux assemblées générales se rendent compte. On cite un grand nombre de communes qui n'ont pas eu l'occasion de délibérer, qui ont voilà, et donc comme ça va être et où les personnes viennent en séance porteurs de la voix de leur commune. Donc voilà, donc c'est très bien. Ok, merci. On passe au point de communication. Donc d'abord c'est la décision de tutelle sur la redevance sur les exhumations. Pas de problème. Et puis, il y a ce qu'on vient de dire. Pour le coup, elle est arrivée trop tard. L'Assemblée générale d'Orez A7 qui s'est tenue le 21 mai dernier. Voilà. Et alors, on passe à huis clos. Ça va? Merci à tous et toutes et bonne soirée.